Bienvenue dans cette nouvelle aventure de l'étincelle. Cet été, nous avons entrepris de parcourir la Bretagne en vélo pour aller à la rencontre de projets alternatifs qui font vivre cette région si particulière. Après plusieurs centaines de kilomètres à parcourir les routes bretonnes, nous sommes encore bien loin d'avoir fait le tour de ses multiples visages. Entre paysages à couper le souffle et agriculture intensive, entre les mystères de ses forêts et la prolifération des résidences secondaires, entre son patrimoine culturel et naturel et ses rivières polluées, la Bretagne a su bâtir son présent en s'appuyant sur son passé. Qu'en sera-t-il de l'avenir ? Notre itinéraire commence à Landerneau près de Brest par une pluie torrentielle. La Bretagne se mérite, direction Huelgoat et sa forêt pour notre première étape. Huelgoat est une forêt riche de légendes qui peuvent être mises en lien avec celle d'une autre forêt bretonne, la forêt de Pimpon, située dans le massif de Brocéliande. On aura l'occasion de revenir sur la mythique forêt de Brocéliande du roi Arthur dans le prochain documentaire qui se déroulera justement dans la forêt de Pimpon. En ce qui concerne Huelgoat, elle est parfois perçue comme le berceau des légendes arthuriennes. Il y a effectivement de nombreux sites faisant référence à la légende comme la grotte d'Artus, qui aurait été un repère pour Arthur et ses hommes. Quelques trésors seraient encore enfouis dans les parages, attendant d'être retrouvés, sans succès nous concernant. À moins que le trésor ne soit ce magnifique endroit où l'on ne serait pas surpris de croiser quelques fées au détour d'un chemin. Notre deuxième étape nous mène à Crozon. Durant notre séjour, on entendra souvent dire que la vraie Bretagne, c'est le Finistère, et quelquefois que le vrai Finistère, c'est Crozon. Nous nous garderons bien de prendre parti, mais quand on voit la beauté des lieux, qui ne serait pas fier d'appartenir à cette terre du bout du monde ? Après quelques jours à parcourir la presqu'île, direction notre première initiative à Plosévet, et plus exactement au lieu dit Kerlagadec. Nous sommes ici pour y rencontrer le collectif breton Tête Bêche, dont les membres sont installés depuis près d'1 an sur la commune. Depuis juillet 2021, et après 1 an d'échanges et de réflexion, ces personnes se sont réunies autour d'un projet commun, s'installer ensemble, à la campagne, pour mettre en place production et vente de produits biologiques et sains, ainsi que l'organisation d'événements qui participent aujourd'hui à rythmer la vie locale. Jeune collectif joyeux et plein de vie, constitué de 10 amis proches, qui nous ouvrent aujourd'hui les portes de leur pas si secrète ferme. Bienvenue à Kerlagadec. L'opportunité, c'était de continuer cette aventure de grosse coloc qu'on avait à Rennes avant, à la campagne tous ensemble. On se connaît bien et du coup c'était pratique aussi. Il y a tout ce côté pratique en fait. Après il y a le côté financier aussi qui est non négligeable. Moi j'étais tout seul, un truc compliqué quoi. Alors que là, quand on arrive avec 9 personnes qui mettent un peu toutes leurs économies, tout de suite on peut avoir un truc un peu plus chouette. Ce qui m'a amenée, c'est de réfléchir à une vie déjà à la campagne, dans une ferme. C'est suite à des expériences un peu de vie aussi. J'ai fait un volontariat avec Julien, on a fait un volontariat en Haute-Savoie. Et ça c'était pendant le confinement, dans une ferme de chèvres, où du coup moi je faisais la traite tous les jours, il y avait le potager à côté. Et on n'a absolument pas vu le confinement, en fait, on était trop bien sur cette ferme, en extérieur, tout le temps et tout. Donc là, je me suis dit, là, ce genre de vie, ça me plaît, quoi. C'est un des leviers, j'ai l'impression, pour répondre à des questions politiques et écologiques, de se réunir et, dans notre cas, autour de l'alimentation et des événements culturels. C'est un des leviers d'action, en fait, pour aussi peut-être aller contre un sentiment d'impuissance que j'ai pu ressentir face à la crise écologique, face à des mouvements sociaux. L'énergie collective qu'il y a dans la vie en général, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et du coup là, d'avoir été un peu en coloc avant avec toute cette bande-là, plus d'autres mondes proches de ville disons, et t'es un peu limité dans ce que tu veux faire, quoi. Les projets sont pas... Et ici on a l'espace, on a plein de choses, on se sent un peu, plus libre d'une certaine manière aussi de créer un truc qu'on a envie de créer. Le fait qu'on ait
qu'on ait cette connaissance les uns des autres et puis cette affection qu'on entretient aussi. Ça, je pense que ça consolide et c'est vrai que en plus des lancements de projets comme ça, il y a une promiscuité. Quand j'arrivais là aussi, il n'y avait pas de place, il n'y a pas de chambre, mais ils sont laissés. Les chambres pour moi, ils sont dormis dans la caravane. Ça facilite aussi les choses, on connaît nos fonctionnements mutuels, on sait qu'il y a des moments où on a envie d'être tranquille et généralement on arrive à ressentir quand même ces moments-là. Se lancer dans cette aventure collective-là avec des gens que je connais pas, non. C'est-à-dire je trouve ça trop foireux. Moi, c'est un peu ce que je dis tout le temps, c'est une aventure collective, pour moi c'est quand même un peu un plan foireux à la base, mais s'il y a une équipe avec laquelle je me sens de me lancer dans un plan foireux comme ça, c'est celle-là. Parce que je nous fais confiance. Des fois on est meneur, des fois au contraire on est plutôt à apprécier, suivre la dynamique qui est lancée. Que ce soit pour lancer une activité de maraîchage ou pour organiser un événement, moi j'aurais jamais cette force moi tout seul et je trouve ça hyper enrichissant de le faire avec d'autres quoi. Qui plus est avec des copains et des copines, c'est encore mieux quoi. On y retrouve un peu vraiment un cocon, une zone de confort à la maison il peut t'arriver n'importe quelle merde dans la journée. Quand tu rentres à la maison, tu sais que ça va être bien. Tu sais que tu vas rentrer à la maison et tu vas pouvoir te marrer, il y aura des trucs à faire. Et alors des fois c'est juste un film, des fois c'est juste un repas. Mais malgré tout, je trouve que ça fait une émulsion et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au quotidien, quoi. C'est plutôt l'Ariège qu'on visait au tout début. Après, on veut pas vexer les Ariégeois qui... Oui. C'est super l'Ardèche. L'Ariège. Mais moi je confonds toujours les deux, alors je fais... Mais c'était bien l'Ariège. Ah oui, il y avait des envies d'aller en Ardèche qui n'avaient pas été données. Non. Peut-être. Moi j'étais le lobby montagne, à cette époque-là j'avais réussi à convaincre tout le monde, mais après je me suis fait rattraper par la patrouille. Donc on est passé de l'Ariège à la Bretagne. On a visité en 2 jours, on a appelé, on est venu le lendemain, une première équipe qui a dit c'est vraiment trop cool. On a envoyé notre plaquette aux gens qui vendaient et ils ont été séduits par le projet. On a visité le mercredi et le mercredi soir on leur a dit c'est bon, prends. Puis maintenant ils sont trop contents quoi. Ils sont trop contents parce que voilà, ils ont vu des photos de ce qu'on faisait, ils sont passés, ils adorent, ils trouvent ça génial, ils ont passé toute leur enfance ici, ils faisaient leur repas de famille et ils avaient envie que ça vive et ça vit, ils sont trop contents quoi. Je pense que ça fait partie de l'âme du lieu ici aussi, d'être ancré en Bretagne. Moi j'ai cette envie-là en fait qu'on s'intègre au paysage et dans les dynamiques locales, il y a ça. Il y a ces fest-noz, plein de crêpes partout, il y a du cidre, on a plein de pommiers. Bon, évidemment, ça donne envie d'en faire, du cidre et du jus de pomme. Dans le collectif, il n'y a personne qui parle breton. Ça, faut qu'on corrige, clairement. Mais voilà, c'est un truc qui, du coup, je sais pas, je le trouve peut-être plus présent dans le Finistère qu'en Ille-et-Vilaine. Moi, je viens de Saint-Malo, donc c'est le pays gallo, c'est une autre culture. Et donc mon attachement à la Bretagne, il est pas... je pourrais pas dire qu'il est culturel, quoi. C'est quelque chose que je suis en train de découvrir, en fait, actuellement. Forcément, je suis attaché... C'est un tout, forcément. Enfin, la culture, elle va avec l'ambiance, avec le paysage, avec les gens, avec l'accueil, avec plein de choses. Je suis pas du tout du Finistère et je suis un breton des terres à la base. Donc, de s'installer ici, je vois que c'est quand même... C'est autre chose, c'est une autre Bretagne. Et du coup, il y a la proximité de la mer que moi je découvre, que j'ai jamais eu, qui est hyper plaisante, quoi. Toute ma famille elle vient de la mer, quoi. Enfin, j'ai mes grands-parents, ils ont grandi sur une île à Brest, tout est... Moi je suis très lié en tout cas à l'océan et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Je me suis toujours senti breton, bien que pas forcément très baigné dans une culture bretonne ou bretonnante en tout cas. Même l'inverse, j'étais au départ... J'ai refusé d'apprendre le breton, c'était même un cheval de bataille. Je comprenais pas pourquoi apprendre une langue morte, comme je le disais. Ouais, il y a un truc qui pousse un peu à se dire mais t'habites dans une région où il y a une langue, ça donne envie de la parler, quoi. Ça c'est assez... ça fait trop bizarre de savoir parler espagnol, anglais et en fait t'écoutes la radio chez toi et tu comprends rien. C'est un peu chelou, quoi. De la même manière que tu vas restaurer un vieux muret en pierre parce que c'est joli et parce que ça a du sens, en fait la langue bretonne c'est exactement ça, quoi. Il faut pas la perdre et c'est
c'est ce qui a créé un peu l'univers là dans lequel on est, quoi. Et du coup, c'est vrai que d'aller chercher des fest-noz et tout ça, c'est intéressant. On a fait un fest-noz, mais ça fait partie d'une programmation qui est super diverse et super éclectique. Et je pense que c'est une façon pour nous de découvrir en fait. C'est un endroit magique pour le mix intergénérationnel et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en place dans tout le volet culturel qu'on a envie de mettre en place sur le lieu. Revenons quelques instants sur cette soirée du Fest-Noz qui a été l'événement le plus important auquel nous ayons pris part durant notre passage. Avec plus d'une douzaine de personnes investies, on peut faire beaucoup de choses rapidement. Mais tout ne s'est pas fait en un jour et il en a fallu de l'énergie pour nourrir et faire danser près de 200 participants. Ça fait à peine un an que le collectif a posé ses valises à Plosévet et il parvient déjà à mobiliser son territoire. Que ce soit les voisins, un collège, la mairie, la communauté de communes, la Tête Bêche s'est rassemblée et faire vivre la collaboration locale. En ce qui nous concerne, on a notamment proposé au collectif la création d'un teaser pour annoncer l'événement. C'était un très bon moment et c'est le genre de proposition qui donne tout son sens à notre démarche. On vient mettre nos compétences et nos idées au service d'un objectif commun. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur la chaîne. En attendant, en voici quelques extraits. Et si tu réalises que la vie est pas là, que le soir tu te couches sans savoir où tu vas. Oh, ils font chier là avec leur France Gall. Pardon. Ne cherche pas à test, même si ton gueule est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Et là te rendre. C'est pas vrai. Oh. Ah, il veut jouer à ça. Tu ne peux pas ça la vie quand t'as nous déjà. Le soir tu t'es levé dans un 25 mètres carrés. Putain, allez là, plus fort. Comment faire pour avoir une vie quand même sans me sentir mal, un peu culpabilisée d'une certaine manière de vivre la vie que je mène sans réfléchir à tout ce qui se passe autour. J'ai eu un énorme phase d'éco-anxiété, mais vraiment qui était limite dépressive quoi, et qui est passé maintenant, et où bah, ça te plombe tellement que tu as l'impression de perdre tout moyen d'action. Avec, on le connaît tous, le contexte de changement climatique et il y avait un peu une vision de, on aimerait bien s'éloigner un peu de cette société-là, un peu consumériste, de dire, si en fait on a moyen de plus aller dans les supermarchés et de produire toute notre bouffe, éventuellement de l'élec, des trucs, est-ce que si on arrive à tendre vers une... Je pense que ça n'a jamais été une fin en soi de dire on veut être autonome. En tout cas, nous, à notre échelle, je pense pas. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. On ne cherche pas à être autosuffisant, quoi. On voudrait être autonome en légumes, ça nous intéresserait quand même, mais c'est pas un souhait, ce serait plutôt... moi, je trouve ça chouette, mais j'en fais pas du tout une volonté parce que ça me fait super plaisir qu'on achète des légumes aux voisins aussi. Et du coup, je verrais plutôt ça, l'autonomie, comme quelque chose qui se joue à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste que nous, juste ce petit lieu-dit là. Serait peut-être à l'échelle de la commune, peut-être à l'échelle du Cap Sizun, tu vois, ou du EP Bigoudin. Lutter contre le confort qu'on a acquis, c'est pas facile. Les gens, ils sont habitués à avoir du chocolat dans la brioche, nous on boit du café à longueur de journée. C'est compliqué de se dire
Attends, va falloir faire des croix sur certains trucs si on veut être vraiment juste autonome nous, mais ouais, il y a une recherche. En termes d'impact via mon travail, je suis plus en phase avec mes valeurs. Après, je pense sur la vie quotidienne, pour l'instant, moi, j'ai pas littéralement changé mon mode de vie. J'ai toujours un smartphone, les autres se foutent de ma gueule parce que quand j'ai envie de m'acheter des Twix, je m'achète des Twix. Voilà, voilà, il y a des trucs, je suis pas jusqu'au boutiste, et je crois que j'assume totalement un peu cette contradiction d'être dans une société où il y a des choses qu'on critique, mais en même temps c'est le monde dans lequel on baigne, et donc donc tu te donnes une direction, mais peut-être tu fais pas tout. J'ai toujours un peu ce truc le sentiment que c'est un peu une fuite, d'avoir quitté un peu le milieu, je sais pas, contestataire pour aller faire changer les politiques, le milieu, d'avoir un peu, c'est un peu une sorte d'exil, quoi, de se dire nous, la société à côté qui participe au réchauffement, à la mondialisation, à tous ces trucs-là, aux oppressions, au système de merde, enfin bref, et ben un peu comme si on s'était créé une espèce de petite bulle de verdure là, et de se dire hop, on sort de ce truc-là et on fait notre truc dans notre petit écosystème, et que tout va bien et machin. C'est peut-être une façon plus concrète, enfin plus concrète pour moi en tout cas. Et c'est une façon de concrétiser un état d'esprit que j'ai pu avoir peut-être dans mes années fac, quoi. Dans une période de ma vie où j'avais beaucoup d'idéaux sur comment il faudrait que la société soit, mais qui collaient pas forcément à ma façon de vivre. Et là, je dirais que c'est peut-être un peu plus l'inverse. Et là, on essaye d'adapter, et encore que très partiellement, la façon de vivre. Moi, je me suis plutôt dit, tiens, je vais aller mettre les mains dedans maintenant, alors que pour moi, il y a un réel besoin de changement politique, tu vois, et ça pourrait être aussi un engagement fort politique ou militant, quoi. Et là, c'est plutôt par le faire, quoi. Je sais pas si collectivement, il y a un souhait de faire une bascule beaucoup plus militante un jour. J'ai pas cette sensation-là. En fait, dans toutes ces actions-là, par le choix de tes produits, par le choix de ta programmation, t'as un travail qui est aussi militant, mais c'est plus du militantisme de fond, et peut-être pour le militantisme radical, ça reviendra sur l'individu, quoi. Pas sur le collectif dans son ensemble. Politiquement, j'aimerais bien que petit à petit on intègre une dimension politique, mais qui serait pas forcément véhiculée directement par nous. Moi, j'aimerais bien qu'on mette en place des petites conférences de temps en temps, et de la réflexion, notamment autour du milieu agricole, et pour moi de l'aspect vraiment central qu'il y a sur l'agriculture et sur les différents problèmes qu'on a, à savoir extinction de la biodiversité, changement climatique. Je pense vraiment que même sur l'aspect social, je pense que la dimension agricole, elle est vraiment c'est un pilier central là-dessus, et donc j'aimerais bien qu'on pousse un peu la réflexion sur ces choses-là. Il y a quand même un truc qui peut-être nous bride un petit peu, mais on a aussi peut-être plus de mal à être politisé, dans le sens où c'est un projet à 10, il faut que les 10 personnes cautionnent, et en plus, mine de rien, c'est aussi un projet professionnel. Enfin, en fait, quelque part, t'as pas envie de te griller, quoi. Il faut prendre le temps aussi, tu peux pas juste arriver dans un territoire que tu connais pas et genre, défendre tes combats comme ça. C'est important de connaître ce qui se fait, ce qui existe, parce que si on se radicalise, on va perdre le lien avec une partie des gens, et finalement, je pense que c'est plus intéressant pour eux et pour nous d'être en contact et de se changer mutuellement progressivement, quoi. Et j'ai aussi l'impression qu'il faut un peu faire ce pourquoi t'es bon, entre guillemets, ce que t'arrives à faire. Et moi, je sais que je suis incapable d'aller lancer je sais pas, des pétitions, des machins, des recours, aller porter plainte contre. Il y a des gens pour qui c'est le combat d'une vie et qui le font très bien. Et nous, un peu, j'ai l'impression que notre façon de nous battre, c'est un peu ça. Alors peut-être qu'elle a l'air plus facile aussi, mais voilà, au final, on vit à 10 dans une baraque avec pas beaucoup d'espace, parce qu'écologiquement, c'est intéressant, et que les valeurs qu'on porte derrière, ça nous va. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc de réussir à faire ce que tu peux en accord avec ton éthique. Et comme toutes ces personnes, nous, à l'Étincelle, nous avons fait le choix de façon de vivre et d'agir dans le monde, plus en accord avec nos aspirations et convictions profondes, afin d'incarner, au mieux, les changements que nous souhaitons voir autour de nous. Cela, en menant avec joie et enthousiasme des projets qui nous portent, qui nous inspirent et qui nous font évoluer.
Nous avons le souhait de poursuivre ces voyages à la rencontre de ces femmes, de ces hommes qui agissent avec détermination et de continuer de vous partager ces vidéos documentaires qui témoignent de nos expériences vécues. Et pour que cela soit possible, votre soutien est important pour nous. À ce jour, une des meilleures façons de nous aider est de vous abonner à cette chaîne et de partager librement les vidéos autour de vous. Encore un grand merci à la Tête Bêche de nous avoir accueillis cet été. Et merci à vous d'avoir pris le temps de découvrir cette initiative. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à aller leur rendre visite, à leur acheter du pain ou même participer à une de leurs guinguettes. À présent, les vélos nous attendent pour reprendre la route, cette fois en direction du Morbihan, à l'écolieu de la Guette, en forêt de Pimpon. À bientôt!